Rebonsoir à toutes et à tous. Donc pour cette intervention, je suis ravi d'accueillir Serge Charbonneau. Alors Serge Charbonneau, pour ceux qui ne le connaissent pas, il est médiateur au service correctionnel du Canada et aussi auprès du réseau Equijustice. Il a aussi été directeur du réseau Equijustice pendant longtemps, 31 ans. Et par ailleurs, il est aussi criminologue. Et c'est un des principaux artisans d'une méthode de médiation qui s'appelle la médiation relationnelle. Il a mis en mots et en écrit avec Catherine Rossi dans un livre « La médiation relationnelle ». Rencontre de dialogue et justice réparatrice, publié aux éditions L'Harmattan en 2020. Et donc nous l'invitons un peu pour ça. Alors, Serge, si tu veux rajouter quelque chose à ta présentation. Non, ça va, je crois. Mais bien entendu, comme directeur du réseau Equijustice, j'étais beaucoup dans l'implantation et le développement de la justice réparatrice, comme on dit au Québec et comme certains Français maintenant le disent. Donc, à ce titre, j'étais vraiment dans tout ce qui est politique, aussi transfert de connaissances, développement de connaissances sur ces choses-là. Alors, plus près le micro. C'est vrai, plus près le micro parce qu'il y a quand même des gens qui vont nous voir avec l'enregistrement qui va être fait aujourd'hui. Donc, j'essaie de me souvenir de plus près de mes métros. Donc, j'ai fait beaucoup d'autres choses que de la pratique comme ça, mais j'ai fait beaucoup de médiation collective, si vous comprenez ce que ça veut dire de développer de la justice réparatrice dans un milieu, autant à l'extérieur du système que dans le système. Alors, c'est aussi au Québec pas un système mixte, sauf que ce n'est pas mixte par représentant d'une association, mais c'est un système mixte aussi. Et le système public, je crois, québécois et canadien est beaucoup plus ouvert au développement de la justice réparatrice que la réalité européenne. Je vais la mettre européenne, il n'y a pas juste les Français. Parce que les Français, des fois, c'est un peu vous-même qui êtes réticent, mais ça, c'est autre chose. Je dirai plus loin. Alors, c'est ce que je voulais ajouter. Merci de l'invitation. Merci à la valise. Écoutez, pour moi, c'est vraiment un moment important. La création de la valise, bien qu'il y ait eu des institutions, d'autres institutions, l'IFJR, il y a d'autres institutions. La valise, c'est quelqu'un une organisation, une association qui vient se permettre de dire quelque chose. Et je trouve ça très osé en France de venir dire « Oh, non judiciairement, on va permettre ça. » Alors, et là, il y a quelque chose dans ma compréhension. Moi, quand je disais les Français et quand j'entends les Français depuis longtemps, puis on parle d'institutionnalisation, il y a des choses que je ne comprenais pas, mais je le comprends maintenant. C'est très fort chez vous parce que dans le fond, vous avez ça dans le sang, vous le faites vous-même. On ne vous demande pas d'institutionnaliser et vous le faites. Alors, je vais faire des petits clins d'œil comme ça des fois, vous allez m'excuser, mais ce n'est pas des vengeances, ce sont de petits clins d'œil avec lesquels je m'amuse parce que je vous adore aussi dans toutes ces contradictions. Alors, et je pourrais nommer de plus nombreux auteurs qui me parlent, qui sont contre l'institutionnalisation et je trouve qu'ils participent à cette institutionnalisation. La valise ne participe pas à l'institutionnalisation. La valise participe à la professionnalisation. Et je vous dirai pourquoi. Alors, bonne transition. Donc, la professionnalisation. À la valise, nous, on a réfléchi un peu quand on a voulu lancer tout ça, et comme beaucoup d'autres organisations de justice restaurative en France, notamment, et au Québec, et dans les autres pays d'ailleurs, on s'est posé la question de quelle méthode utiliser. Et on a choisi, d'une part, de par les formations que certains de nos membres avaient, et aussi de la durée de l'expérimentation, enfin plus que l'expérimentation, la pratique de cette forme de cette méthode qu'on appelle la médiation relationnelle. On a choisi d'adopter celle-ci, donc de former l'ensemble de nos médiateurs, médiatrices spécialisés à cette méthode. Et donc, Serge, on t'invite un peu pour ça, pour nous expliquer un peu ce que c'est en fait, cette méthode. Pour nous dire, donc, la première question, c'est un peu ça. En fait, c'est quoi la médiation relationnelle ? On peut le découper en deux parties. C'est un peu pourquoi vous avez fait ça ? C'est quoi l'intention ? C'était quoi l'objectif ?
Et dans la seconde partie, c'est comment ça marche, quoi. Enfin, c'est quoi la posture du médiateur? C'est quoi les techniques? Qu'est-ce qu'il faut faire? C'est bon. Alors, il m'avait préparé. Hein. Toutes les questions, c'est stagé, comme on dit au Québec, c'est stagé. Ça veut dire que toutes les questions me sont données d'avance. Alors, l'histoire, vous savez, tout est relationnel. Hein? Ça se développe dans une relation, donc, et ça risque de changer. Mais, ce qui était prévu, c'est que je commençais par une vidéo. Et j'ai un charmant Yann, super Yann, qui a tout organisé pour que la vidéo fonctionne d'un coup. À travers ce petit vidéo, je m'évite 3 heures d'explication sur le colonialisme professionnel des travailleurs sociaux, des médecins, qui d'autre? Des médiateurs et toutes les formes de colonialisme. Alors, juste avec ça, parce que ici, et je vous le dirai à la fin, c'est pour moi magnifique. J'espère que vous allez trouver ça aussi magnifique. Ne faites pas le lien tout de suite, toutefois, on le fera ensemble. What's called mansplaining. So Mr. Very Important was going on smugly about this book I should have known when Sally interrupted him to say, "That's her book." Or tried to interrupt him anyway, but he just continued on his way. She had to say, "That's her book," 3 or 4 times before he finally took it in. Mansplaining is when a man explains something to a woman that she already knows, but he acts like he's teaching her. Does that make sense? Pourquoi ça dit tout et très rapidement, c'est que vous l'avez tous vécu. Le savoir, ça s'acquiert par l'expérimentation. Le savoir-faire, ça s'acquiert par l'expérimentation. Les connaissances, c'est très utile. Et partir de connaissances et les amener dans un savoir-faire, c'est quelque chose. Il y a des gens qui le font. Il y a des intellectuels qui font ça. Tout ce qu'on a dans cette approche relationnelle, ça part de connaissances. Il y a des connaissances qui ont mené à l'adoption d'une posture et à l'adoption d'une méthode. Mais il y a des connaissances sur la posture qui nous enseignent de ne pas utiliser nos connaissances. Est-ce que c'est une belle contradiction, ça? C'est un peu le magnifique terme que Catherine a trouvé, mode avion. Mais mode avion, c'est pas assez pour l'expliquer. C'est pas assez pour l'expliquer. Ça l'explique. Ferme ta grande gueule. Laisse des gens parler. Et la posture, toute la stratégie de la posture de l'approche relationnelle consiste non pas à vous mettre en thérapie, non pas à vous demander de faire 10 ans de psycho-ci, de psycho-ça. Non. On veut tout simplement vous neutraliser. On ne vous demande pas de changer. Donc, l'approche de médiation relationnelle ne demande pas à quelqu'un de changer, ne demande pas à quelqu'un de devenir un croyant ou un non-croyant. Même les signes astrologiques, c'est permis d'y croire. Ça va? Toutefois, dans cette posture-là, on va vous demander de ne pas prendre la place des gens. Et cette place-là, nous sommes tous hyper habiles pour la subtiliser aux gens, pour l'extorquer, pour prendre. On viendra sur les raisons un peu plus tard parce que j'ai de la difficulté à... Donc, comprenez bien que la médiation, si on a pris le mot médiation, nous, à cette époque-là, en 2020, c'est parce que c'est le mot qui est le plus connu
pour parler de quelque chose de différent. Des stratégies. Donc, le dialogue, ça ne parle pas encore. Il y a du travail à faire. L'accompagnement, c'est beaucoup, beaucoup basé sur l'accompagnement, ce qu'on fait comme posture. Mais ça ne parle pas. C'est pourquoi on a choisi le mot médiation, bien qu'il est, bien qu'on ne l'utilise jamais avec les gens. Donc oui, c'est une médiation, et oui, c'est inspiré de tous les mouvements de médiation. Je vais au PowerPoint pour m'organiser, parce que j'ai été averti, très bien averti, par quelqu'un qui est tout à côté de moi. Il a l'air de rien comme ça, là, mais quand il se fâche. C'est quoi au juste la médiation relationnelle? Donc, l'intention du modèle, c'est de proposer une médiation cohérente avec ses affirmations. Ça vous va? C'est ça son intention. Donc, il y a des théories. Les théories sont notées. La bibliographie, il y a une bibliographie dans le bouquin, un bouquin de médiation qui a une bibliographie, longue bibliographie. Sérieusement, vous pouvez faire et vous amuser, il y a un inventaire de bouquins de médiation, il y en a même qui osent mettre aucune bibliographie. C'est fantastique. Ça veut dire que c'est des gens qui n'ont même rien appris de personne, qui se sont développés par eux-mêmes. C'est dans cet idéal self-made woman. C'est assez incroyable comme malhonnêteté. Et je ne nommerai personne, puisque j'en ai déjà trop nommé. Alors ça, c'est une des intentions. Donc, vous avez déjà un devoir. Si vous nous prenez en défaut, contribuez. Si on est contradictoire, s'il y a quelque chose, c'était ça l'intention de Catherine Rossi, Serge Charbonneau en 2020, de discuter. Et il n'y a pas beaucoup de discussions. Alors, merci à la valise, merci à l'IAJR, parce qu'il y en a des discussions, mais il n'y en a pas beaucoup dans le monde de la médiation et de la justice restaurative. Alors, je vais essayer d'y aller. Donc, historique du développement, je vais le faire. Influence théorique, je vais le faire. Bien, sachez que c'est un développement réflexif et c'est une conceptualisation participative, active. Et ça n'arrêtera pas de continuer. Aujourd'hui, quand j'en parle de cette posture, je dis c'est sans autorité épistémique. Je n'ai pas le temps de développer là, si on n'est pas en formation. Tu peux en dire un peu plus quand même? Oui, c'est ça. Vous voyez ici l'exercice d'écoute attentive et de curiosité, hein, ça va, de curiosité, d'ignorance créative, alors, qui est toute là. Alors, quand même, on va vous en dire un peu plus, je vais y aller, mais nous ne sommes pas des experts. L'épistémologie, c'est la hiérarchie des savoirs. Nous ne sommes pas un expert. Donc, nous n'avons pas d'autorité épistémique avec les personnes. On est en symétrie sur le savoir. C'est beau? Les non impossibles. Je vais vous parler de l'ensemble des non impossibles. Mais mentionnons un. Non directif. Foutaise. Foutaise. Non-directivité. J'irais jusqu'à dire jusqu'à mensonge. Ou de la myopie. C'est de la myopie. Ça vous va? Non-directivité, on est myope. Pourquoi? Ben, on ne veut pas voir. On ne veut pas voir. On ne veut pas voir que juste la parole, ça suggère. Juste le corps suggère. Toutes les questions suggèrent et dirigent. Tout. Tout. Dans ce rapport qu'on a avec l'autre. Alors, si vous voulez l'invisibiliser, vous pouvez bien, mais nous, on va dire que c'est impossible de ne pas suggérer. L'idée, c'est de faire le moins de suggestions possible. Et de porter et de mettre ça comme étant un ingrédient. Donc, voilà. Donc, c'est pour ça qu'il y a plusieurs non impossibles. Non-jugement. Vous savez ce que je dis, hein? Le non-jugement, c'est un électroencéphalogramme droite comme ça. Ça existe et on ne veut pas être dans cet état. Alors, tentative de neutralisation de nos suggestions invisibilisées. On ne peut pas se neutraliser. Nous sommes là. Les nouveaux concepts qui expliquent les techniques qu'on prend, l'ignorance créative. Cette ignorance qu'on a face au savoir que les gens ont de leur vie, elle est créatrice. Elle permet aux autres de se performer autrement
que ce que l'institution attend, que ce que le médiateur attend dans cette ignorance-là. C'est là sa créativité. Ça se passe comment? Ça se passe comment? On ne fera pas les autres diapositives, mais ce n'est pas grave. Donc, ça se passe comment? Comme tu me demandes, là, quand tu me demandes uniquement, ça se passe comment? Tu me demandes une précision supplémentaire sur ce que je viens de dire. C'est l'effort le plus grand qu'on peut faire pour ne pas suggérer. Plutôt que de me dire « Ah, c'est intéressant ça, Serge. Est-ce que tu... Oh, vraiment, c'est quoi cette idée? Elle est magnifique, il y a quelque chose... » Non, ça se passe comment? Vous voyez? Alors, c'est une illustration de comment on fait et comment on prend cette posture-là par une simple curiosité que certains anglophones, parce qu'il y a aussi beaucoup de praticiens qui nous influencent, que certains anglophones que j'ai rencontrés dernièrement appellent radical curiosity, la curiosité radicale, qui en français a une racine différente. En tout cas. Alors donc, curiosité, écoute attentive, dire attentif, parce que ça ne suffisait plus d'écouter attentivement. Il y a aussi, est-ce qu'on peut dire attentivement les choses quand on parle, quand on explique? Et le dernier terme qu'on avait déjà il y a plein de choses qui sont dans le bouquin encore, parce que j'ai relu les passages du bouquin. C'est encore bon. C'est encore bon. C'est encore correct. Là. Bon, alors, l'indexicalité. Cette indexicalité qui insiste davantage sur le sens des choses prend tout son sens dans la relation. C'est là qu'il prend son sens. Et même les mots et les intentions et les attentes prennent un sens dans la relation. Tu peux donner un exemple? Écoutez, les exemples que j'ai qui me viennent le plus vite comme ça, c'est parce que je ne veux pas faire l'original parce que je ne veux pas perdre de temps. Exemple, le pardon. Quand quelqu'un me dit, moi, ce qui est important pour moi, c'est le pardon. Et quand je suis curieux du pardon, je me retrouve des fois à assister à 30 minutes de présentation sur le pardon de quelqu'un que je ne croyais jamais qui avait réfléchi autant que sur le pardon, mais qui me renseigne sur le pardon. Et ses nombreux sens. Et le sens pour elle, le sens pour sa fille, le sens pour... parce que ça touche plusieurs personnes. Donc, le pardon devient quelque chose qu'elle m'explique, ça va, et qui s'éloigne complètement de ce que j'entendais. En fait, je cherchais à ne pas rien proposer, je voulais savoir ce que ça voulait dire pour elle. C'est ça l'indexicalité. Ça va? La deuxième chose, alors, donc, n'allons pas dire que cette posture-là ne s'appuie pas sur des savoirs. Ça va? Parce que ça remonte à Socrate, ça fait longtemps, très longtemps. C'est phénoménaux, hein, ces choses-là au début. Il y en a plein d'autres. Moi c'est beaucoup l'antipsychiatrie, beaucoup Carl Rogers qui proposait ça. La seule très grande prétention qu'on a, tous, parce que vous êtes pas mal dedans maintenant, c'est qu'on est, je pense, en train d'améliorer les techniques de Carl Rogers. Je pense qu'en 1957, date de ma naissance, Carl Rogers parlait de transparence. Et je pense qu'on va y arriver. On va y arriver. Mais bien entendu, par l'écoute active, on n'y arrivait pas. Donc, une fois qu'on a une posture sans autorité épistémique, on prend une méthode. Et cette méthode-là aussi vient de savoir. On prend le « mais ». Le « mais », c'est cette idée qu'on n'a pas un gros cerveau. Non, je fais exprès quand je dis ça, ça va. En fait, le « mais » vient de cette idée que lorsqu'on nous enseignait la médiation, à certains endroits, il y a 13 étapes à la médiation. Et la question que j'avais à chaque fois que je suivais des formations, mais on est à quelle étape? Est-ce qu'on commence par la première, la deuxième, troisième? Est-ce qu'il y a un ordre? Est-ce que c'est chronologique? Est-ce que c'est... Bon, alors, voilà. On va essayer de se souvenir qu'il y a des choses à aborder. Et ces choses-là, c'est une méthode, c'est une proposition. Et ce qu'on va essayer de faire dans cette proposition-là, c'est que cette proposition-là, par un dire attentif, elle soit le plus claire possible et qu'elle soit discutable. Donc, il y a des gens
qui me disent « J'en ai rien à cirer de ta méthode. » Parfait, c'est beau. Je n'ai pas le temps d'expliquer. Mais je ne peux pas imposer cette méthode-là parce que je reste sur ma posture. Ça vous va? Donc, dans ces thèmes qu'on a mis sur le moi, l'autre, l'information, et pas la sécurité, les dimensions de la sécurité. Ça, c'est notre jargon à nous ici. Tu peux en dire un tout petit peu plus? Bon, je vois que dans la salle, il y a des gens qui réagissent. Bon, oui, je peux en dire plus, mais dimension, vous savez, c'est l'espace qu'occupe cet événement-là dans la vie des gens. Ça, c'est la première des choses qu'il faut savoir. Et ça, vous êtes dans des stratégies traditionnelles de travailleurs sociaux, d'avocats. Vous êtes intéressés à savoir, l'espace, c'est souvent constatable. Vous pouvez le voir. Donc, on veut se renseigner sur cette question-là. On veut se renseigner ensuite sur qu'est-ce qu'elle espère de ce... Qu'est-ce qu'elle et qu'est-ce que lui, ou souvent, parce que c'est souvent lui, espère réaliser dans cette démarche-là. Ça, ce serait la deuxième dimension. Je vais vite. Donc, c'est attente. On a mis attente au lieu de mettre besoin. Parce que besoin, ça nous ramène trop dans nos réflexes professionnels. Puis en plus, le besoin, c'est souvent un savoir qu'on impose aux autres. Alors que l'attente, ça suggère moins, ça nous met moins dans une posture de prendre encore le contrôle de la vie des gens. Ça va? Donc, on met attente, on regarde si ces attentes-là, on peut les réaliser dans ce que les gens vont faire. Et la dernière, c'est tout ce qui se passe dans la vie des gens, dans leur contemporanéité. Ça va quand maintenant, ici et maintenant, il y a les divorces, le décès de mes parents, il y a plein de choses qui vont, dans cette dimension-là, jouer sur le facteur temps, la disponibilité, et qui pourraient même contraindre la réalisation d'un dialogue. Ça va? On a ajouté des éléments où il y a un exercice d'atelier. Donc, un atelier, c'est de dire, on fait en sorte que les gens soient capables d'avoir la meilleure communication possible avec la personne avec qui ils veulent discuter. Et c'est pourquoi on a choisi le mot atelier. Prenez, si vous suivez un atelier de peinture, le peintre, le prof ne fait pas le dessin pour vous. Ça vous va? Nous ne faisons pas la communication pour les gens. Donc, s'il y a ici un mot qu'on peut utiliser, réappropriation, pouvoir, tous ces mots-là sont possibles ici dans les ateliers, pour moi. Mais les ateliers, c'est quoi ça? À quel moment? Ça se passe comment? Ça se passe dans ce qu'on avait autrefois l'habitude d'appeler des rencontres préparatoires ou dans des rencontres privées, que la médiation va parler, avec chacun des... Ouais, écoutez, en plus, il y en a qui appellent ça des parties. Hein? 2 parties, je pense que ça insulterait les gens de comprendre c'est quoi des parties. Alors, parce que c'est un tout, hein? Donc il y a des gens qui ne veulent pas être un tout. Donc moi, on s'est éloigné. Donc c'est avec chacun des participants qu'il y a des ateliers de communication, qu'il y a des moments d'information. Il y a des moments aussi pour... Alors, les ateliers de communication, ce sont des moments plus précis d'exercice à la communication, bien que ce qui va se dire pendant l'atelier, ce n'est absolument pas obligatoire. En tout cas, ce n'est pas ça qui va se passer, parce que quand on se retrouve devant son père, c'est tout un autre contexte. Toutefois, on s'y est quand même préparé. Donc là, ils ne sont pas ensemble, ce que tu appelles les parties. Non, à ce moment-là, quand on fait ça, ce n'est pas ensemble, parce que c'est davantage d'explorer des thèmes qui vont être abordés et comment ça va être abordé. On est dans l'exploration. Donc, on veut chercher qu'est-ce qu'on va faire là. Parce que quand les gens entrent dans ce processus-là, ils ne savent pas exactement tout ce qu'ils veulent faire dans ce dialogue-là. Dialogue sous toutes sortes de formes. Hein? Donc, je précise, dialogue sur toutes sortes de formes. Donc, c'est dans ces exercices-là que se précise, parce qu'elle-même, si vous voulez, réalise comment ça s'exprime, cette attente-là. Qu'est-ce que ça veut dire dans leurs mots? En fait, et c'est, si tu veux, cette ignorance créative qui crée la réalisation. Si on part de pré-réfléchi à réfléchi, d'inconscient à inconscient, et on amène à notre cerveau l'intention
des fois, qu'on découvre à la 3e rencontre préparatoire. Est-ce qu'il y en a 3? Non, il n'y en a pas 3. Non, il n'y en a pas 3. Bon, ça, on n'ira pas, mais je veux dire, il n'y a pas de mécanique sur combien il y a de rencontres préparatoires. Il y a des éléments qui sont peut-être pas, mais qui se développent. Il y a beaucoup de choses maintenant qu'on développe pour soutenir la pratique. On peut savoir quand. Et des fois, c'est seulement après une rencontre. Des fois, c'est après 8 rencontres. Et ça, ce n'est pas le même nombre pour chacune des personnes, des participants. Donc, non, il n'y a pas de... En fait, c'est du temps. Mais ce n'est pas d'un temps chrono dont il est question. C'est d'un temps de qualité, d'un temps d'investissement et d'éclaircissement. Et je ne dirais pas que les gens ont besoin. Ça prend ce temps-là. Ça prend ce temps-là pour arriver et vraiment réaliser, je veux avoir la meilleure communication possible avec ma fille. C'est ça mon objectif. Et c'est à ce moment-là qu'on sait peut-être, quand quelqu'un dit « là, je pense que je suis vraiment rendu là ». Le temps, ce n'est pas un temps chrono, c'est un temps de qualité. Ce n'est pas dans 1 an, ce n'est pas dans 1 an et demi, ce n'est pas dans 2 ans. C'est pas ça. C'est qu'est-ce qu'on va faire pour y arriver et se préparer. Aux ateliers de communication, il y a une autre chose dans cette méthode, il y a l'équation. Et l'équation, c'est un processus qui est transparent. C'est un exercice qui est transparent, où vous, comme médiateur ou comme accompagnateur, parce que ça va super bien, vous, comme accompagnateur, vous avez une stratégie en tête pour réunir les gens. Et si vous avez des éléments que vous avez pensé qui n'ont pas été assez abordés, arrêtez de mettre inquiétude, arrêtez de mettre un drapeau rouge. Ce n'est pas un drapeau rouge. C'est simplement des éléments qui vont faire on devrait continuer. Et on va continuer. Toutefois, si on s'aperçoit que les attentes d'une personne ne sont pas atteintes dans ce dialogue-là, bien, on évoque la question avec les gens. C'est là. Il y a une méthode et on évoque cette chose-là. Toute médiation est fondamentalement une intervention. C'est-à-dire? L'équation, sa présentation, son illustration, sa pédagogie, en fait, ce qu'on souhaite, c'est que la personne s'approprie cette compétence-là, à voir si elle est en train de se projeter dans un échange qui est bien pour elle. Ça va? Parce que c'est à elle à voir si c'est bien pour elle. Il faut aller jusque-là. Vous savez, toutes ces postures de on accueille les gens, comment puis-je vous aider? Oh! Tout de suite, hein? Comment puis-je vous aider? Vous venez de quitter votre posture. Vous venez de suggérer une autorité épistémique dans ça. Comment ça? Ben, si je suis là pour t'aider, c'est parce que j'ai quelque chose de plus que toi. J'ai des connaissances, il y a plein d'autres manières de dire. Qu'est-ce que vous cherchez? Qu'est-ce que vous venez faire ici? Ça va? Donc, il y a plein de manières que vous allez trouver en fonction de votre propre confort. Voilà. Mais vous ne ferez pas profil bas. Et on ne va pas se dire entre nous qu'on fait profil bas. Parce qu'on peut bien comprendre qu'est-ce que le profil bas, mais il y a aussi une suggestion, s'il faut s'abaisser, c'est quoi? Qu'est-ce qu'on fait quand on fait profil bas? Ça va? Soyez avec les gens. C'est beaucoup plus simple. Soyez avec les gens. Écoutez les gens. Soyez curieux plutôt que d'adopter un profil. Il y a beaucoup de diapos qu'on a fait de manière plus dynamique et intéressante, mon cher Thiel. Alors, mais on va quand même juste... Une des intentions que je précise comme ça maintenant, c'est parce que comment c'est né, hein, ça s'en vient, c'est comment c'est né. Il y a tellement de gens qui disent des choses à propos de leur pratique, mais qui en font je ne sais trop quoi. Mais dans le milieu de la médiation et de la justice réparatrice, il y a beaucoup de bottines qui ne suivent pas les babines.
Oui, non, mais ça, il paraît que c'est une expression qui existe ici même. Hein. Oui. Donc, on m'a corrigé même. Maintenant, si vous ne la connaissez pas, je vais respecter votre ignorance. Donc, parce que c'est pas, hein, c'est tout à fait normal d'être ignorant de plein de choses. Alors, ce que je fais ne correspond pas à mes propos. La première chose que je vous ai dite, puis j'étais presque emporté quand je l'ai dit, donc ça vous a marqué peut-être, un peu trop, en tout cas vous m'en parlerez tantôt. J'ai dit la non-directivité. C'était à la limite, c'est de la myopie. C'est fort, voyez-vous? Donc, si vous dites que vous êtes non-directif, c'est parce que vos bottines ne suivent pas vos babines. En disant que vous êtes non-directif, c'est parce que vous ne voulez pas voir comment vous êtes directif. Intervenir comme un tiers et penser qu'on n'a pas d'effet, tout le milieu de la recherche s'est entendu depuis longtemps que l'observation participante, ça avait un impact. Juste le fait d'observer. Bien entendu, quand toi tu observes, donc, alors je ne vais pas là. Donc, observer la stratégie de recherche la moins intrusive a un impact et modifie la relation. Pensez-vous sérieusement que lorsque vous devenez et vous vous ajoutez comme tiers, vous n'avez pas un impact? Myopie. C'est là la discussion pour moi. Elle est là la discussion. Je pense que pour Catherine et moi, elle est là la discussion. Pas qu'on puisse un jour ne pas intervenir. Non, c'est de le rendre le plus transparent possible. Donc voilà ce qui a animé. Une posture de tiers qui est multipartiale, qui réduit le plus possible ses suggestions, ses opinions et ses perceptions. Voilà c'est quoi la médiation relationnelle ou de l'accompagnement. Ensuite, c'est un parcours proposé et discuté avec les médias, le MEI, les ateliers de communication, l'équation. C'est bon? Alors, je vais aller vite. Donc, ce à quoi elle s'est définie, elle s'est opposée. Est-ce qu'on est rendu là dans nos choses? Bah, on a complètement explosé le timing, mais oui, c'est bien. Dépasser le temps. Je n'ai pas la notion du temps. Oups, la notion du temps. Vas-y, continue. Alors, donc, ça, c'est des éléments qui nous ont définis par opposition. La définition par opposition, c'est la caractéristique occidentale des adolescents, parce que l'adolescence, ça n'existe pas partout. Hein? Donc, l'adolescence, ça serait ce moment où il y a une identité qui se construit. Et souvent, elle se fait par opposition aux parents ou à d'autres modèles d'autorité. Voilà. Ben, nous, on s'est un petit peu défini par opposition. Ça, c'était notre adolescence. Maintenant, on sait exactement ce qu'on fait. Donc, c'est un peu ce qu'on discute avec vous. Comment essayer de construire, de réaliser davantage, de réduire notre suggestion. Alors, neutralité. Bon, ça fait très longtemps que la neutralité, ça a été réglé. C'était des gens qui me l'ont pris, puis même chez des juristes. Hein. Ça fait longtemps. Alors, ce n'est pas ma spécialité, mais bon. L'impartialité. Seigneur Dieu. Donc, ça, c'est le propre du tiers. Le tiers serait impartial et neutre. Demandez-moi et demandez à la population canadienne si les juges aux États-Unis sont impartials et neutres. À vous, non, vous ne suivez pas ça. On ne vous demandera pas ça, vous, aux Français. Mais demandez à des États-Unis et à des Canadiens si des juges de la Cour suprême, parce que c'est là où c'est les plus grands, hein, c'est les plus grands juristes, non? J'imagine. Alors, résoudre un conflit. Non. Enlevez ce mot-là. Il n'y a pas de résolution de conflit possible. Un conflit, c'est un microbe. Ça se transforme. Un conflit, c'est la vie. Ça se tasse, ça se modifie. On ne résout pas un conflit. Volontariat. Faites attention. La meilleure manière de contraindre, c'est de dire à quelqu'un qu'il est libre de quitter. C'est des stratégies de commerçants.
Non-directivité, je l'ai fait. Réappropriation. Ça nous a défini par opposition de voir combien de gens proposaient et disaient on a des stratégies de réappropriation. Alors que ce qu'on voyait, et même les enquêtes le disaient, les médiateurs ont tout déterminé dans nos ententes. Non-experts, c'est là, non-experts. Non-experts. Alors, il y a vraiment eu un gros effort pour essayer de réduire nos expertises. Il y a de l'expertise. Mais avancer qu'on agit comme des non-experts, quand on est à la recherche des besoins et des intérêts pendant que les gens sont en face de nous, on est à la recherche des besoins et des intérêts des gens, et on est des non-experts, c'est pas grave de le faire. Mais dites-le que vous le faites. Ça va? Dites-le que vous êtes des experts de besoins et d'intérêts. Annoncez pas que vous êtes des non-experts. Empathie, c'est très difficile l'empathie. Je n'ai pas le temps d'aller très loin, mais ça nous a poussés. Profil bas, ça nous a poussés. Médiation, une philosophie de vie. Ici, ça peut-être aussi encore une des... Quand j'ai dit, on ne vous demande pas de changer. Ce n'est pas une philosophie de vie, la justice réparatrice. Nous sommes trop contradictoires pour s'engager dans une philosophie de vie. C'est quoi une philosophie de vie? C'est une philosophie qu'on prend et qu'on adapte à tous les moments et qu'on aurait dans l'amitié avec tous les amis, alors que des fois on est des parfaits salauds avec certains amis, qu'on aurait avec nos enfants à tous les moments, une philosophie de partage, d'accueil inconditionnel, de compréhension, une philosophie comme ça. À chaque moment de ma vie, je fais de la médiation dans l'autobus, dans le métro. Arrêtez ça. Arrêtez ça, c'est... Mais sinon, vous allez vivre seul. Alors, donc, ce n'est pas une philosophie de vie, c'est une philosophie professionnelle. Professionnelle, entendu, non pas comme une corporation professionnelle, mais des attitudes que nous allons adopter pour que les gens aient le plus d'espace possible. Oui, il y a des idées auxquelles on adhère, mais ce n'est pas des philosophies de vie. Des fois, ça ne tente pas. Des fois, même je t'ai déjà vu des fois pas trop patient. Alors, donc, avec moi-même. Alors, donc, l'autre chose, principe de médiation et de justice réparatrice, j'ai tellement entendu de choses sur la justice réparatrice que je me suis aussi défini par opposition. La confusion sur le mot justice réparatrice. Des fois, ce que vous en faites, j'avoue que les Français m'ont stimulé. Vous me stimulez encore, des fois, dans ma différence, dans ma suggestion différente. Vous utilisez et vous faites référence à Howard Zehr. Howard Zehr, il a fait une confusion monumentale. C'est qui? Howard Zehr, c'est un ménonite. Je ne sais pas exactement c'est qui. Je ne pense pas qu'il est enseignant. Mais est-ce qu'il y a quelqu'un de la salle qui veut ajouter? Tu veux ajouter qui est Howard Zehr? Mais Howard Zehr, vous tapez ça. Vous avez interdit présentement parce que vous êtes en écoute attentive. Donc, mais c'est facile. Donc, Howard Zehr, il a produit le bouquin quand même, Changing Lances. Et ce qu'il a fait comme modèle de réaction sociale, si on parle comme ça, vous connaissez, les modèles de réaction sociale, il y en a qui en ont fait des typologies, puis il y en a plusieurs modèles. Lui, il a résumé ça à 2. C'est ça le problème qu'il a fait. Il a mis le punitif et le restauratif, si vous voulez. Mais il n'a pas mis le réhabilitatif. Et là, quand vous vous inspirez d'Howard Zehr, vous mettez ça où, le réhabilitatif? Ben, la plupart des gens mettent tout ça dans la préparation. Vous mettez tout ça dans la réparation. C'est quoi le réhabilitatif? Ben, la réhabilitation, c'est quand vous n'arrêtez pas de promouvoir la question de pas de récidive. Responsabilisation. Vous êtes exactement dans la stratégie de la réhabilitation. Fiez-vous au Belge Valgrave, il vous le disait depuis longtemps. Il venait vous le dire. Il était tout le temps en désaccord avec Howard Zehr et plusieurs personnes de la justice réparatrice. Restauration de la personne. Vous êtes nombreux à faire ça. Maintenant, ce qu'on fait, c'est qu'on répare la personne. Pas les torts. On répare la personne, on répare l'individu. Il y a des gens qui l'ont dit ce matin. Donc oui, c'est encore là une définition par opposition qui a stimulé
les travaux qu'on a faits. Mais vous faites quoi là, avec la médiation relationnelle? On suit les gens. La seule chose qu'on fait, en plus, on le dit. Nos institutions nous imposent des choses et les objectifs que les gens poursuivent ils doivent être congruents avec les objectifs de notre association ou de notre organisation. On peut simplement le mentionner. Si c'est des objectifs non congruents avec la mission de notre organisation, on ne pourra pas les accompagner. Donc, vous les suivez dans le cadre de votre organisation? On les suit, même s'ils veulent briser les liens, même s'ils veulent être violents. On les suit, on les accompagne en autant que les gens sont préparés à ça, qu'ils savent dans quoi ils s'en vont, qu'ils connaissent. Il est fort probable que ma fille vienne me dire qu'elle n'est plus ma fille. Je ne pratique pas l'harmonie. Si je joue de la guitare avec quelqu'un, peut-être, mais pas en justice réparatrice. Bon, je n'ai pas le temps d'aborder ça. Il y a plein de mythes. Mais un des mythes que je veux mentionner ici, arrêtez de dire que ça vient des peuples autochtones. Il y a plusieurs personnes, dont Caitlin Daly, qui l'écrit bien. Donc arrêtez, s'il vous plaît, français. Arrêtez. Là, je suis autoritaire. Donc, tu veux en apprendre encore? Alors, la posture, autorité, tatati, tatata, je ne sais plus où tu veux que tu veux me conduire où, parce que vraiment, moi, je suis un peu perdu. Attends, parce que je pense que tu vas aller là. Ah oui, parce que ça, c'est nos techniques. Donc, stratégie, l'équation, et donc les techniques, c'est l'exploration, scénarisation. Ça vous va? L'exploration, ça vient de Carl Rogers encore. Ça va? Scénarisation, c'est cette idée de visualisation qu'on dit en anglais. Alors, visualization. Tu peux en dire un peu plus, c'est quoi l'exploration? L'exploration, si on met l'exploration, ce qu'on fait, c'est au lieu de la faire avec des questions ouvertes, des reformulations et des choses, on la fait par la curiosité. Et on pousse la personne à se performer autrement, à nous en dire davantage, à raconter des choses davantage. Donc, c'est par la curiosité qu'on explore et qu'elle explore. Donc, ce n'est pas de l'auto-exploration, c'est de la co-exploration où nous, l'assistance qu'on fait par la posture, on la pousse à identifier qu'est-ce qu'elle vient faire dans ça, qu'est-ce qu'elle veut faire, pourquoi, d'où ça vient. On la pousse. Et la scénarisation? Scénarisation, c'est souvent quelque chose qui, certaines personnes qui me disent, c'est simultané à l'exploration souvent, n'est-ce pas? Donc, c'est un commentaire de Thiel dans une formation qui disait, en fait, c'est effectivement souvent le cas. C'est en explorant et en développant qu'il s'agit juste de voir que c'est ça que je veux dire à mon père. Donc, des fois, c'est ça que vous voulez aborder? La scénarisation, c'est tout simplement, c'est ça que vous voulez aborder? Vous voulez l'aborder comme ça? Et avec toute la notion de qu'est-ce que ça veut dire, quand les personnes précisent, des fois, il y a des gens qui disent « Oh, maintenant, je suis beaucoup plus clair dans ce que je veux lui dire. » Donc, c'est cette question d'indexicalité. Ignorance créative et curiosité radicale, donc de l'écoute attentive, du dire attentif et de l'indexicalité. L'écoute attentive, je pense que c'était, avec le mode avion, c'est l'élément le plus, mais on y ajoute des choses encore. Dans cette écoute attentive, c'est plus juste être attentif, c'est aussi être actif, mais curieux. Alors, pas de l'écoute active, c'est actif, seulement curieux. Ou vous n'êtes pas là quand vous êtes curieux. Si vous êtes uniquement curieux, vous n'êtes presque pas là. Et bon, l'indexicalité, je ne veux pas aller. Comment est née cette approche? Je pense que c'est ta deuxième question. Attends, je regarde un peu mon plan. T'es sûr? Regarde bien, parce que... Donc... oui, je pense que c'est pas mal si tu arrives à dire assez rapidement les inspirations. Est-ce que vous avez senti le reproche ici? Non. Les inspirations théoriques et pratiques. Je pense que je vais aller dans les inspirations parce qu'on a quand même parlé de comment. Alors, inspiration. Donc, très vite, vous pouvez regarder cette diapositive-là, vous pouvez
prendre en photo parce que ça, c'est pas dans le bouquin. Mais, exemple, en 2008, il y a l'arrivée de choses, là. Choses, tu sais, je veux dire... excusez-moi, en québécois, quand on dit ça, c'est pas... Et c'est pas, non, c'est pas du mansplaining, mais c'est du woman bashing. C'est du woman bashing. Alors, mais bien entendu, si je le fais, c'est parce qu'il n'y a pas de risque à le faire puis que je ne le pense pas sérieusement. Mais ça ne s'est pas développé seul, cette histoire-là. Donc, cette médiation et ces choses-là. Et moi, mes premiers liens avec le milieu de la médiation, c'est en 1987. C'est là où ça a commencé. Puis après ça, ça s'est développé surtout quand je suis arrivé au Rojac. En 1994, Équijustice, on avait déjà adopté une position de développer la médiation. Ah oui, juste une chose. Médiation pénale, ça n'a pas juste un sens français. Hein? Ça a un sens ailleurs aussi. Donc, nous, ça ne veut pas dire la médiation pénale. Ça vous va? Ça veut dire la médiation dans un contexte pénal. Ça va? Alors ça m'a pris un petit bout de temps de lire des ouvrages français pour réaliser que la seule chose dont il parlait, c'était de cette connerie de médiation pénale telle que les procureurs le faisaient à l'époque. Ils le font certainement plus comme ça. Et c'est par tout respect que je dis ça. Mais c'est un modèle de définition, le modèle des années 80 de médiation pénale fait par des procureurs. C'est un modèle où on disait ça, c'est pas de la médiation. Ça va? Et je sais que ça a changé. Mais quand on parle, nous, de médiation pénale, on veut surtout parler de VOM. Victim Offender Mediation. C'est ça qu'on avait en tête quand nous, en francophonie, on utilisait l'expression de médiation pénale. Voilà. Donc, plein de choses ont permis, nous ont permis, en 2000, il y avait un voyage de certaines personnes aux États-Unis voir la formation de, pourquoi je l'oublie, Humbrate, merci, de Mark Humbrate à l'Université du Minnesota. Après ça, il y a plein de choses. Moi, j'ai été recruté au service correctionnel. J'ai commencé à travailler à faire de la médiation dans les cas des ligues en 2004. Ensuite de ça, vous voyez l'équipe de formatrices et la pratique. L'équipe de formatrices, c'est moi dans mon... C'est très... c'est un beau petit terme, ça, que j'utilisais, mais ce n'est pas tout le monde qui peut comprendre parce que la tonalité était importante. Je disais les fatigantes. Mais c'était positif quand je disais les fatigantes. C'est parce que l'équipe de formation demandait toujours des précisions sur les termes et les expressions, puis des fois les paragraphes que j'utilisais pour décrire quelque chose. Et donc, on réalisait que ça me prenait un paragraphe pour décrire quelque chose, donc il fallait nécessairement passer à de la conceptualisation. Et puis, il y en a une fatigante maintenant qui est même dans la salle. Donc, Marie-Ève est là, puis elle continue à faire ça, puis elle continue aussi avec sa curiosité. Donc, puis je vous dirai, autoréglementation, quelle est l'importance de tout ça. Mais Catherine, le développement en France est important. Parce que le développement en France a été important parce qu'on a été invités. Mais ensuite de ça, on a aussi, à travers ça, moi, ça m'a permis de développer la formation. Puis ensuite, il y avait cette petite guéguerre avec certaines personnes en France sur la justice restaurative, ce que c'est ou pas. Ces divergences-là sont utiles. Elles sont utiles. Elles n'amènent pas nécessairement à des ententes et des compréhensions communes. Je vais rester sur mon point sur ça. Pour moi, justice restaurative, restaurative, on s'est entendu, on n'ira pas là. Donc, réparatrice, c'est quelque chose de différent. La médiation, l'accompagnement, c'est quelque chose de différent de ce qu'on faisait avant. C'est différent. On accueille le savoir et le vécu des gens, point à la ligne, comme étant valables. Alors, toutes ces choses-là, donc le développement en France, le développement, et quand je dis le développement en France, c'est ces incontournables contraintes. Les contraintes du cerveau des Français que j'ai rencontrés, qui s'auto-imposent des contraintes. Ensuite, les contraintes des institutions. Cette idée de toujours avoir besoin d'une loi. Sincèrement, la justice réparatrice n'est pas née en 1985, quand j'ai suivi une formation, 87, une formation. Elle n'est pas née là au Québec. Elle n'est pas née en 2020 quand on a écrit un bouquin. Elle n'est pas née
en 2014, quand vous avez importé quelque chose, ça existait en France et vous l'ignoriez. Ça existait au Moyen Âge en Europe et en France. Ça va? C'est un peu les efforts que je tente. Alors donc, c'est comme ça que ça s'est développé. C'est un peu... Voilà, ça s'est développé. Et ça, pour moi, c'est des influences théoriques. Il y en a plusieurs et on continue à faire. Mais déjà, des influences théoriques, c'est peut-être un peu abstrait, mais c'est supposé être très utile, de théorie. Moi, une théorie que je ne suis pas capable de mettre dans la pratique, c'est parce qu'il y a quelque chose que je dois continuer à faire avec pour la rendre dans la pratique. Donc, sur le côté pratique, il y a Mark Umbrate, mais il y a aussi Sandy Bergen, David Gustafson, Jamie Scott, qui m'ont formé au Service correctionnel Canada, Umbrate, interactionnisme symbolique, Radical Non-Intervention de Shore, qui allait jusqu'à dire que, vous savez, plutôt que de venir agir et d'intervenir, souvent, la majorité du temps, vous ne ferez rien et ce serait mieux. L'ethnométhodologie, Stanton Peele. Stanton Peele, c'est peut-être le mot relationnel, c'est de là que ça vient le plus, parce que c'était par rapport aux relations avec les psychotropes. Stanton Peele, oui, alors c'est un universitaire, il y a un petit signe de micro ici, mais je voulais juste comprendre le sens. Continue. Non, sur Stanton Peele. Oui, sur Stanton Peele. Donc, Stanton Peele, c'est du milieu... il y a beaucoup de choses qui se développent en intervention qui viennent souvent de la toxico. Approche motivationnelle, ça vient de la toxico. Alors, et Stanton Peele, s'opposait, si on veut, au modèle médical, comme quoi c'est une maladie, l'alcoolisme, puis la dépendance. Il a enlevé le mot dépendance. Il n'a pas voulu utiliser le mot dépendance, parce que ce n'est pas une dépendance, c'est une relation. Et il y a un continuum de relations. Il y a des relations où les gens, ça perturbe toute leur vie, puis il y a des gens qui touchent aux psychotropes et ça ne perturbe pas leur vie. Ça va? Donc, il y a un continuum. C'est à partir de ça qu'il a montré. Et il met un petit peu qu'est-ce qui est facteur. Donc, notre médiation, le mot relationnel dépassait juste la rencontre et le lien. Il y a quelque chose qui se passe et peut-être qu'il y a une modification de l'espace qu'occupent les événements. Ce n'est pas résolu, mais peut-être que ça change un peu l'espace que ça occupe dans la vie. Ça vous va? Jean-Léon Beauvois, c'est incroyable. C'est petit traité de manipulation à l'usage des honnêtes gens. C'est ça, hein? C'est exactement. Ça, c'est magnifique, là. Ça, c'est magnifique. En fait, et ça, ici, ce qu'on a, un petit peu le plaisir qu'on avait, c'est de voir dans nos stratégies de médiation combien il y a de stratégies de manipulation. Donc, celle de dire, par exemple, vous savez, vous êtes libre de quitter quand vous le voulez. C'est volontaire. Stratégie de manipulation. C'est-à-dire? C'est-à-dire que tu as 3 fois plus de chances que la personne reste quand tu lui dis ça. Donc, il faut construire une relation avec la personne pour lui présenter les possibilités que ne plus continuer, ce n'est pas une contradiction par rapport à sa décision d'être venu. C'est beau? Essentiellement, c'est ça le savoir. Donc, il y a des savoirs qui nous accompagnent. Ce sont tous des savoirs qui nous accompagnent. Et Jean-Léon Beauvois en a plein d'autres. Hein? L'écoute, l'accueil, ce sont des stratégies de manipulation pour les commerçants. Il y a quand même une chose qu'il faut se dire, c'est qu'on utilise des stratégies de manipulation, mais peut-être pas pour la même raison. Mais l'actualité, pour moi, c'est de continuer à voir quelles sont nos stratégies de manipulation et si on les utilise à bon escient. McKnight, MeToo, je mets McKnight parce que c'était le colonialisme qui était dénoncé. MeToo, merveilleux, petite vidéo extraordinaire qui fait comprendre le colonialisme des travailleurs sociaux et le colonialisme des gens de la justice restauratrice, réparatrice et de la médiation. Ce sont
ces éléments-là et tous ces savoirs-là qui nous ont mis sur la piste de la posture, de ne pas se réapproprier ça. Carl Rogers, ça reste quand même c'est un summum. Et je pense que si jamais il y a quelque chose, si on peut pousser un peu plus loin les travaux de Carl Rogers, je pense que quand il l'a fait, c'était une avancée énorme par rapport à la directivité qui existait partout. Ben, je pense qu'on peut continuer. Et il y a Théophilos qui continue à jouer beaucoup de choses. En tout cas, moi, sur les questions de genre, c'est Théo qui est venu nous former avec Butler. Là, on a vu un peu c'est quoi la posture, c'est quoi la méthode. Ensuite, les inspirations. Comment c'est né, quoi. Enfin, comment c'est né ou comment c'est pas né, mais comment ça a évolué. Et comment maintenant la méthode, elle évolue. C'est-à-dire que moi, je te suis un peu depuis quelques années et en fait, à chaque fois que je te vois, il y a quelque chose de nouveau. Du coup, comment... je trouve ça assez intéressant d'avoir ces informations-là. Comment cette méthode, elle évolue au fil du temps Est-ce que c'est quelque chose de figé ? Par exemple, le livre, est-ce qu'il est encore d'actualité ? Comment on avance avec tout ça ? Bon, ça, c'était une question qui suggérait, est-ce que c'est encore d'actualité? Alors, le bouquin, il est encore d'actualité. En fait, il est encore pertinent. Je pense que ce qu'on fait, l'évolution qu'on fait, c'est l'amélioration de la conceptualisation. Et bien qu'il y a des savoirs qu'on ignorait, qui viennent s'ajouter pour légitimer ce qu'on fait. Ça va? Donc, on est en quête de savoir. Mais il y a différentes manières. Il y a du travail avec des intellectuels, donc Catherine Rossi, Théophilos et autres. Il y en a quelques autres. Ça va? Il y a du travail de traduction. Donc, le bouquin est en train de se traduire. Il vient d'être traduit en italien, ça continue. Puis c'est encore là, c'est d'autres personnes, des universitaires de psychologie qui là, ils ne peuvent pas le modifier, c'est frustrant pour eux, mais dans une deuxième étape, ils veulent quand même y mettre des choses de psycho. Donc ça, c'est une manière. L'autre manière vraiment importante, c'est que dès le début, moi, je faisais des choses, mais j'avais des gens qui faisaient des médiations avec jeunes contrevenants et de la médiation citoyenne et qui faisaient une expérimentation. Donc, c'était vraiment un développement de cette stratégie qui est des groupes de pratique, de la supervision, où on apprend finalement que c'est pas clair. Les gens ne saisissent pas la différence. D'où posture et méthode. Posture et méthode, c'était clair dans le bouquin, mais c'était pas aussi clair que celui-là. Et c'est des gens qui nous disaient « je ne saisis pas ». Et c'est là où ça a fait. Donc, ça se développe comme ça. Il y a un lien. Finalement, la réflexivité, si vous voulez, l'œil ne peut pas se regarder. Il y a des gens qui ont déjà dit ça. Donc, je ne peux pas me regarder. On ne peut pas se regarder. Cette question de réflexivité. Mais des gens qui pratiquent peuvent faire des retours sur la difficulté à la rendre de manière concrète, la difficulté à communiquer à des participants. Et tous ces éléments participent à la révision constante. La rencontre de collègues qui disent « Ah, ben nous, c'est pas ignorance créative, c'est davantage radical curiosity. » Et là, on ajoute curiosité. Donc, c'est au feu des rencontres où il y a des atomes crochus avec différentes personnes, aucun avec la valise des FJR et tout ça, non, il n'y en a pas. Alors, donc, en France, ces choses-là, les supervisions, tous les gens qui supervisent, les Québécois qui supervisent, et ces discussions, la supervision, c'est riche, très, très, très riche pour revoir les pratiques, les améliorer. Mais ce n'est pas nécessairement d'améliorer aussi, c'est mieux les conceptualiser et des fois de faire des réglages fins. Des réglages fins, ça fonctionne, c'est clair pour vous, ça? Pas trop. C'est pas clair? En anglais, c'est ça. C'est parce que moi, j'ai traduit de l'anglais, c'est du fine-tuning. Alors, donc, si vous avez une petite... À l'époque, vous connaissez pas ça, des radios qui grichaient quand on... Oui, quelques-uns. Il y a 15 ans, il y a des gens... Donc, je ne sais pas, il y a 15 ans, il y a peut-être... Donc, quand ça griche, puis on bouge un peu le cadran pour que ça arrête, ça s'appelle un réglage fin. Alors, donc, on est souvent dans des réglages fins.
on est dans une précision de ce qu'on avait déjà. Exemple, mansplaining, ça c'est vraiment un gros réglage de plusieurs glissages qu'il y avait. C'est sérieusement, ça permet à des gens de comprendre. Il y a des gens qui m'ont dit, OK, là, toi, tu fais un lien. Ben, je ne dis pas juste moi, il n'y a pas juste moi qui fais un lien, mais il y a plusieurs personnes qui font un lien entre leur attitude professionnelle et l'attitude, puis ça, je parle de plusieurs femmes là, qui parlent de ça. Donc, parce que c'est ça, on va se transporter. Là. Vous ne faites pas de mansplaining. Là. L'idée, c'est que dans votre rôle et votre rapport avec un usager, un patient, quoi que ce soit, vous prenez le contrôle et vous pensez pour eux. Is that clear for you? C'est bien ça ce qu'il dit. Donc, il y a quelque chose de merveilleux parce que c'est accessible, c'est développé, il y a une stratégie, il y a plein de monde qui comprennent ça et ça nous permet de comprendre, nous, comme professionnels, qu'est-ce qu'on fait. Il n'est pas interdit de le faire. C'est pas interdit. C'est pas interdit de dire « je sais quelque chose de plus que vous ». L'idée, c'est de le dire que je le sais et que l'autre l'accepte. Alors, voilà ce qui se passe dans ce développement. Je ne sais pas ce que j'en pense. Ouais, j'avais une autre question. C'est, toi, tu ne penses pas que c'est possible de ne pas avoir de méthode? Tu vois, juste accueillir les gens, travailler avec eux. Enfin, tu vois, Tu as deviné ça? Tu as deviné ça. Hein? Tu ne penses pas que c'est... En fait, je dis premièrement une chose. J'ai dit ceux qui disent qu'ils n'ont pas de méthode, je ne répéterai pas quand même. Ça va? C'est de la cécité. Tout le monde a une méthode. Tout le monde. Maintenant, la nécessité d'avoir une méthode en justice réparatrice, c'est que si vous voulez parler de la justice réparatrice, ayez une méthode. Parce que ce n'est pas évaluable s'il n'y a pas de méthode. Ce n'est pas du tout évaluable. Si j'ai aucune commune mesure dans les actions de certaines personnes, si les dentistes n'utilisent pas les mêmes produits, ils ont tous des produits différents, puis qu'on constate qu'il y a des gens qui ont... Ben, ce n'est pas l'acte du dentiste. Il y a quelque chose, vous voyez, ou c'est peut-être pas... Alors, si on veut parler de nous, puis on veut regarder ce qu'on fait, bien, on devrait quand même avoir une méthode comme ça. Mais une méthode aussi, ça permet... S'il y a une méthode, ce n'est pas juste les gens qui peuvent parler de nous, c'est qu'on peut parler entre nous. C'est entre nous qu'on peut parler. Pour faire de la supervision, ça prend une méthode. Parce que ceux qui ont fait de la supervision, est-ce que vous avez déjà fait du soutien technique d'ordinateur il y a environ 25 ans? Sans qu'on prenne contrôle des ordinateurs? Je ne sais pas si vous êtes capable de vous imaginer. Autrefois, on faisait du soutien informatique, puis les gens étaient devant leur ordinateur, puis là, on leur demandait, on ne pouvait pas aller sur leur fenêtre, puis on leur demandait, va dans le menu démarrer. Est-ce que tu vois ça dans la fenêtre? Mais nous, on ne le voyait pas, là. Mais il n'y a personne d'autre qui le voyait que nous, parce que les autres, ils ne le voyaient pas non plus. C'était très, très, très essoufflant. Faire de la supervision avec des gens quand il n'y a pas un langage commun, des conceptualisations communes, c'est pas possible. C'est pas possible. Pour moi, ça ne peut même pas exister. Il doit y avoir un référentiel commun. On est ici, je ne parle pas d'indexicalité, là, je parle d'un référentiel commun. Des mots qui ont le même sens pour nous. Et ensuite, de ces choses-là, on peut construire et améliorer les choses parce qu'on se parle de la même chose. Alors, méthode, oui. Méthode pour une formation. Méthode pour dire, tu maîtrises la méthode, tu maîtrises la posture, bravo. On va travailler en supervision, bravo. On s'entend, bravo. Tu vas aller former parce que tu comprends la méthode, parce que tu as supervisé, bravo. Ils sont où tes praticiens qui font cette méthode-là? Est-ce que tu as des contacts avec eux? C'est une stratégie de développement incontournable pour moi. Merci, Serge. Est-ce qu'il y a quelque chose que tu veux rajouter sur la médiation relationnelle? Sur la médiation relationnelle, écoutez...
ce n'est pas ma philosophie de vie. Merci. Merci beaucoup. J'ai 2 questions. L'une, c'est... tu as dit à un moment qu'il y avait beaucoup de confusion à propos de la justice restauratrice en France, et notamment, et aussi, enfin tu as dit 2 choses. Tu dis ça, et tu as dit que vous aviez, toi et Catherine Rossi, construit la médiation relationnelle par différenciation en opposition avec d'autres postures ou d'autres courants. Est-ce que tu pourrais préciser un peu ces autres postures, ces autres courants, pour éviter les confusions que font les Français? Bon, parce que je m'adressais à un public de Français, puis il y a des Belges et des Suisses ici, là. Il y a, donc, même des gens du Luxembourg. Je me suis permis, parce qu'il y a une majorité de Français, de taquiner davantage les Français. Ce n'est pas différent au Canada, aux États-Unis. Il y a cette confusion. J'ai nommé Howard Zehr comme étant un principal personnage qui a introduit cette confusion-là. Il faut comprendre que la confusion vient que la semaine de la justice réparatrice, autrefois, c'était la semaine des prisonniers. Ça va, c'est de là que ça vient, la semaine de la justice réparatrice. Et les premières personnes qui ont été nommées comme des représentants et qui ont eu le prix de la justice réparatrice au Canada, c'était des directeurs de pénitencier. Écoutez, moi, j'ai rien contre un directeur de pénitencier, mais absolument rien. A priori, là, a priori. Puis je travaille dans une institution pénitentiaire, et je n'en reviens pas, je discute dans une institution totalitaire. Je n'aurais jamais cru. J'ai lu Goffman, j'ai lu plein de gens. Ça va, on est dans une institution totalitaire, là. Et on discute de comment agir différemment dans ce cadre-là. Et les gens qui sont là, dans cet établissement-là, acceptent que notre posture soit non suggestive. Acceptent qu'on réfère aux interactionnistes. Ça va? Acceptent qu'on mette de côté le cognitivo-comportemental. C'est beau? Et on est dans une institution totalitaire. Ce que je veux dire, c'est que ça, c'est ceux ici, mais ceux qui ont commencé le faisaient toujours. Et il y avait le mouvement ménonite. En fait, ce n'est pas un mouvement, il y avait les ménonites qui étaient là. Ils étaient là pour les prisonniers. Et au début, ils ont fait de grosses erreurs. Mais quand vous mentionnez David Chan, c'est un homme extraordinaire. David, arrête. Arrête de faire des conférences sur la justice réparatrice que je t'allais lui dire. Je peux vous le dire. Je suis allé le voir. Arrête, s'il te plaît. S'il te plaît. Arrête. Parce que chaque fois quand tu parles de justice réparatrice, c'est parce que tu fais de la confusion. Tu provoques de la confusion. Tu parles de justice réhabilitative telle qu'elle existe et qu'elle est développée et qu'elle existe fortement. Il y a des programmes cognitivo-comportementaux, Boscoville, il y a plein de choses, plein d'institutions qui agissent pour faire en sorte que les gens sortent et soient adaptés après un 6 jours en prison. C'est ça, la principale confusion. Et celle-là, bien entendu, elle nous animait. Ça va? Donc, là, je vous le mentionne comme ça. J'ai mentionné Ménonite, mais il y a tellement de gens qui font cette confusion-là. La personne s'est réparée. Non, c'est pas ça. C'est pas ça. Il y a des relations qui ont été changées. Vous voyez, il y a des choses, mais... Alors, c'est pas l'identité de la personne, excuse-moi. Tu peux dire en une phrase, du coup, réparatrice, c'est quoi? Enfin... Réparatrice, c'est d'offrir, pour moi maintenant, c'est rendu offrir aux gens la possibilité d'arriver à leurs propres objectifs dans des discussions, sur toute forme de discussion, même en cercle et autres, OK? Dans lesquelles, quand il y a eu des torts, quand il y a eu des choses qui ont été créées, comment on aborde cette question-là. Ça va? Et ça peut donc se faire partout, partout, partout. Et en ce sens, ça ressemble au mouvement de la médiation si on enlève la stricte. Et ça, c'est de l'autre côté, tu me demandais qu'est-ce qui nous a motivés. Quand on dit transformer, médiation transformative, ça veut dire qu'on va transformer un conflit. Ça veut dire que moi, si je dis, puis je suis transparent avec une victime de viol, je lui dis, je pratique une médiation transformative, ça veut dire que je vais transformer votre conflit. C'est ça, ça serait ça la transparence. Ça va? Ne serait-ce que ces titres-là de négociation raisonnée et autres sont un peu repoussants.
Mais ensuite, ce qui nous a repoussé, donc c'est médiation raisonnée, c'est transformative, c'est narrative, c'est humanistic mediation, il y a la médiation humaniste de Jacqueline aussi. Tout, c'est ça. En tout respect pour ces gens-là, je parle de ces personnes-là en tout respect, leur travail m'a inspiré le contraire, si vous voulez, ou l'envers. Ça va? Mais ne voyez pas ça comme une attaque des gens. Et même si on peut avoir des discussions, j'aurais de bonnes discussions avec ces gens-là. Notre désaccord serait nommé. Mais je ne pense pas nécessairement qu'elle faisait beaucoup de tort. Elle participait à la confusion, toutefois. On doit, si on prétend qu'on fait de la justice réparatrice et de la médiation, puis on dit que la médiation, on a appris à faire ça parce que le procès, ça ne verrait pas de la chenoute. Hein? Je ne sais pas si vous connaissez les études qui ont conduit au mouvement ADR, Alternative Dispute Resolution. Tout ça, les marques qui ont été traduites, tout ce mouvement-là s'appuyait sur des recherches qui avaient été faites sur les limites du judiciaire. Les limites, pas de la prison. La prison, c'est attaqué par d'autres. Mais les processus... alors, tous ces modèles sont nés, mais on reproduit en leur sein des stratégies de désappropriation. J'en connais pas, je suis ignorant. Ça existe, c'est évident. Ça existe. Il y a d'autres modèles qui sont certainement semblables. Celui que je connais le plus que je n'ai pas été voir, c'est Insight Mediation, qui se dit influencé par un mouvement, par le mouvement interactionniste. Alors, voilà. Pour ce qui est de la justice réparatrice, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui s'entendent. On veut faire quelque chose de différent. On veut laisser les gens qui font de la réhabilitation faire de la réhabilitation. C'est utile. N'oubliez pas qu'il y a des gens qui en prenant tout ce qui s'est fait en réhabilitatif et en le transportant dans le réparateur, ils se font de la réappropriation culturelle. Là. Tous les travaux qui ont été faits là-bas depuis les années 50, mais ça devient nos travaux. Toutes les thérapies et autres deviennent nos travaux. C'est plus juste une opposition de principe, c'est une opposition qui attaque leur légitimité à dire ces choses-là. Et ça, c'est modèle de médiation. Presque tous ont été. Puis cette justice réparatrice et cette confusion, pour moi, je suis prêt à donner tout de suite, aujourd'hui, 100 € à la valise comme appui s'ils font de la justice réparatrice. Mais s'ils font de la justice réparatrice et de la réhabilitative, je l'enlève. J'espère avoir répondu. C'est bon? Merci. Sans faire de woman's planning et venir en rajouter, mais juste pour répondre, elle revient tout le temps cette question. C'est quoi la justice réparatrice? C'est quand il se passe un trouble, un crime, un conflit. Il y en a un qui a gagné la conversation et l'autre qui l'a perdu. Il y a une des deux personnes à qui on n'a pas demandé son avis. C'est laisser la place pour que cet avis s'exprime. Et ça, tout le reste devient facile à comprendre. Si la personne qui vient juste expliquer cette place qu'elle a perdue et qu'elle veut juste nommer, ça c'est québécois, là, mais verbaliser, si on arrive en essayant de la transformer, oui, mais vous devriez faire ci, oui, mais on vient encore lui dire quelque part qu'elle n'a pas de place pour exprimer sa manière de voir les choses. La réparation, pour moi, ça commence juste par pouvoir donner la possibilité à quelqu'un de verbaliser sa manière de voir les choses. Même si sa manière, c'est de la négation, même si cette manière, c'est entre guillemets violent, on ne va pas laisser agir la violence, mais il y a une place pour le vindicatoire. Même si cette manière, même si elle ne fait pas notre affaire, comme on dit en québécois, c'est simple comme ça. Mais ce qu'on constate, c'est que c'est apparemment une des choses les plus complexes à faire, à incarner, alors que tout le monde comprend que c'est évident quand on en parle, mais le laisser faire, c'est difficile. Je pense que c'est juste ça.
Tu as insisté sur le fait que la médiation relationnelle, ce n'était pas une philosophie de vie, et tu as dit que c'était une philosophie professionnelle. Et comme tu as commencé par distinguer la professionnalisation et l'institutionnalisation, en te moquant des Français qui ont tendance à l'institutionnalisation, c'est peut-être parce que je suis française, mais je ne vois pas tout à fait la distinction. Il faudrait bien que tu l'expliques. Pour moi, l'institutionnalisation, c'est vraiment une forme de profession. Mais c'est même pas une profession. C'est l'institution qui prend le contrôle des pratiques, puis qui les rend légitimes. Quand vous commencez avec une loi, vous venez d'institutionnaliser. Ça va? Et vous n'avez pas nécessairement professionnalisé. Toute la méthode professionnelle n'est pas dans la loi. Ça va? Donc, il reste quelque chose à faire. On peut fonctionner dans la loi. Moi, je n'ai pas de problème avec fonctionner dans la loi. Puis c'est d'ailleurs, même dans un pénitencier, on peut fonctionner. Ça va? Mais vous êtes les plus grands... J'en connais pas tant que ça, mais je pense que c'est essentiellement des Français qui ont écrit sur l'institutionnalisation. Beaucoup, ce sont vos sociologues, vos intellectuels qui avaient fait ça. Et la première chose que vous faites, que vous avez comme réflexe, c'est peut-être une petite cataracte que vous avez. Vous reproduisez ce modèle. Alors qu'il y a toute une possibilité de développer la justice réparatrice aussi autrement. Mais l'un n'empêche pas l'autre. Ce n'est pas une critique de l'un n'empêche pas l'autre. Alors pour moi, j'aime mieux parler de professionnalisons dans ce sens. Entendrons-nous entre praticiens de médiation ou de justice réparatrice sur une méthode avec ses manières de faire différentes qui laissent aux gens et ces choses-là. Donc, normalisons la différence, pas normaliser la même chose. L'institutionnalisation, pour moi, mon inquiétude, et ça vient de vous, c'est qu'on normalise la même chose. Parce que l'institution ne te permet pas d'être différent quand elle légifère. C'est ça mon inquiétude. Alors qu'une autoprofessionnalisation me le permet. Est-ce que c'est plus clair? Oui. S'il y a professionnalisation, l'institutionnalisation est moins risquée. En fait, je pense que des gens se sont professionnalisés avant qu'ils créent les corporations professionnelles. Les corporations professionnelles, c'était l'idée d'autoréglementation. Que l'État ne vienne pas nous dire comment on va être avocat. On va le définir nous-mêmes. Les écoles professionnelles, c'était ça. C'était de l'autoréglementation qui, après ça, est instituée. Et c'est les corporations professionnelles, ce n'est pas l'État qui reconnaît ça. En tout cas, moi, c'est les leçons, les enseignements qu'on m'a fait. Voyez-vous? Donc, nous, on peut très bien s'autoréglementer entre nous et éventuellement que le métier de justicier réparateur, non, ça serait horrible. Mais donc, on le nommera comme on voudra, ça soit institutionnalisé dans une forme de corporation professionnelle. Ce n'est pas une institutionnalisation, c'est une corporation professionnelle qui a un rôle. C'est privé, ça, encore, une corporation professionnelle, dans mon entendement et dans ce qu'on m'a donné. Mais c'est nous qui définissons les règles. Bien entendu, ces règles-là se définissent en tenant compte du contexte culturel, social, juridique de chacun. Mais c'est nous qui avons... Sinon, l'institutionnalisation peut très rapidement arriver à dire l'important, c'est la récidive. La récidive. Et là, vous êtes là, puis vous reprenez tous la récidive. Tous la récidive. Pierre Andreville. Vous lirez les travaux de Pierre Andreville. C'est le premier qui a détruit le critère de récidive. Les gens du Service correctionnel Canada n'utilisent pas la récidive pour dire si leurs services sont utiles à la société. Puis là, vous voulez utiliser ça, vous. C'est quoi le problème avec la récidive? C'est parce que la récidive, c'est quoi la récidive? C'est à partir de quel moment tu décides que c'est une récidive? Est-ce que c'est la récidive du même événement, un meurtre, un autre meurtre? Ou c'est la récidive d'avoir pris de l'alcool, donc tu retournes parce que tu n'as pas respecté une condition? Ou c'est parce que tu as fait un menu larcin? C'est quoi la récidive? Et ensuite, la récidive, ça nous renseigne pareil comme « comment il s'appelle? Philippe Robert. » Shit, Philippe Robert. C'est un autre Français. C'est un autre Français. Qu'est-ce qu'il dit, lui?
Philippe Robert, il a dit, vous savez, les statistiques policières, ça nous renseigne sur quoi? Pas sur la criminalité, sur le travail de la police et les décisions qui sont prises par la police. C'était majeur, ça. Ça va? Donc, quand il y a récidive, ben, c'est déjà une population qui est observée. C'est toute une population. Quand une affaire comme... bon, non, parce qu'on est filmé, je ne peux pas la faire, Benjamin, donc zut. Alors, imaginez, là, ça va, un individu avec beaucoup de marques, comme quoi c'est un individu criminalisé qui sort. Combien y a-t-il de chances qu'il soit de retour bientôt? Même s'il adopte tous les comportements adéquats. Souvent, c'est comme si on dit le critère de récidive, c'est qu'il ne tient pas compte de la réalité, du profilage policier, du profilage de toutes les institutions. C'est comme si c'était quelque chose d'objectif. Ça va? C'est ça son problème que Landreville décrit beaucoup mieux que je peux le faire, moi, dans quelques instants. Ça va? Quand vous sortez d'un pénitencier, on vous surveille. Alors, voilà. Maintenant, qu'on ne souhaite pas que la personne réitère ce comportement-là envers sa fille, moi, je trouve ça correct. Je ne sais pas si on comprend. Nommer les choses, c'est les transformer. Ça, c'est les interactionnistes. Si vous nommez ça récidive, c'est parce que vous embarquez exactement dans un discours. Puis je peux tenir ce discours-là avec plein de juristes et tout. Moi, je ne trouve pas ça offensant, là. C'est pas du tout offensant. Quand je parle de récidive, je parle d'un concept qu'on a créé et qui marque, et qu'il y a plein de questions, puis il y a plein de chercheurs qui disent que c'est difficile. Quand je dis je ne veux pas que la personne recommence, je souhaite qu'elle ne recommence pas ça avec sa fille, on est tous d'accord. Ça vous va? Moi, je ne suis pas en faveur que les gens recommencent. Voilà. Question, si on a eu. C'est pour être sûr de bien comprendre l'histoire de l'institutionnalisation et puis aussi de la récidive. En fait, si on veut absolument échapper à l'institutionnalisation, je comprends ce que vous dites, mais est-ce que ça ne nous condamne pas à on ne peut plus rien demander à l'État, en fait. Non, on peut demander beaucoup de choses à l'État. Mais c'est juste qu'il faut avoir une bonne stratégie pour demander quelque chose à l'État. Okay. Parce que quand on demande quelque chose à l'État, l'État, il est très varié. Il n'est pas monolithique, l'État. Puis il y a des gens qui peuvent être en présence et avoir le haut du pavé dans certains endroits et l'autre pas. Donc, si on parle de critères de récidive, bien, il faudrait juste que le critère de récidive soit défini par vous. Okay. Excusez-moi. OK. Et juste, et alors, est-ce que, donc la récidive, je comprends que c'est conceptuellement ou statistiquement, c'est ça que c'est compliqué. Et pourtant, ce serait quand même un argument très fort, notamment pour obtenir le concours de l'État. C'est-à-dire que, parce qu'on fait tous de la justice restaurative, parce que ça fait progresser à la fois les victimes, les auteurs et la société. Vous venez de sortir de la récidive et voilà, il est là votre discours. Votre discours, il est là. Le discours que vous devez avoir, ouais. C'est bien que quelqu'un ne réitère pas des comportements, ouais. Mais je vais vous montrer les impacts sur telle personne, sur les collectivités, sur les communautés, sur les institutions, sur les écoles. Je vais vous montrer ça. Oui. Et je pense qu'il y a plein de gens qui vont acheter ça. Okay. Qui sont prêts à acheter ça. Okay. Mais si vous prenez exactement leurs propos, ben, peut-être que vous allez finir par prendre tout le contenu qui va avec. OK. Mais juste rajouter aussi, puis faire un appel collectif peut-être à tous ceux pour qui on travaille. Il y a en ce moment un immense poids sur les professionnels de la justice réparatrice de devoir démontrer que ce qu'ils font, c'est bien. Mais remplacer le mot récidive par rechute et remplacer le mot médiateur par médecin, ça revient à demander à un médecin de prouver qu'après, une fois qu'on est allé voir le médecin, il n'y a plus jamais de rechute. Donc oui, on peut s'assurer qu'un médicament fonctionne, qui fait moins de mal que de bien,
C'est difficile de demander à un médecin qui essaie d'opérer un cancer de promettre qu'il a tout enlevé. On a tous ces pressions-là. Donc, moi, je fais un appel à l'indulgence. Donc, je ne dis pas qu'on devrait laisser la récidive se faire quand on pratique la justice réparatrice. On est tous d'accord là-dessus. Que ce soit le critère d'implantation des programmes est un peu lourd à porter pour beaucoup de gens en ce moment. Paradoxalement, pas tant pour les médiateurs, mais aussi pour les professionnels du droit qui essaient de leur ouvrir la porte, pour les enseignants qui essaient de passer des messages, pour les formateurs qui essaient de la rendre intelligible. Et je pense qu'on est tous dans une tyrannie de l'évaluation, alors qu'on n'est même pas encore... On est au début de trouver les mots pour en parler ensemble, et même de manière internationale. Donc, s'il y a des gens qui nous écoutent, je propose le dialogue, pour ne pas dire d'énormité, mais je pense que la récidive est un enjeu conflictuel qui ne devrait pas en être un, qui devrait être un projet de discussion, tout simplement. Merci. Je voulais faire une petite observation et une petite question après. Mais l'observation, c'est sur le fait qu'il y a à peu près 10 ans, avec des collègues à partir de l'Université de Louvain en Flandre, on avait fait un projet pour la Commission européenne où on a travaillé sur la possibilité de la justice restaurative et des violences sexuelles. Et on avait fait, dans ce projet-là, une cartographie des pratiques à travers le monde, pas que européen, et on avait trouvé des pratiques sur tous les continents. Alors, notre définition était assez large. On avait pris plus ou moins la définition de Lode et de Gordon Bazemore, qui voilà, très large. Mais une des choses un des résultats qu'on avait trouvé, c'était que l'institutionnalisation aide à établir des pratiques. On a besoin, pas toujours, pas pour toutes les pratiques, mais c'est quand même un outil pour essayer. Une loi aide à ce qu'il y ait une légitimisation de pratiques et de choses. Et donc, moi, je ne trouve pas que ce soit un gros mot. Enfin, ce n'est pas partout qu'il faut légiférer, et il ne faut pas tout légiférer, etc. Mais les pays qui ont des bonnes lois sur ça développent mieux leur justice, leur JR, que les autres. C'est un fait. Il y a plein de choses que tu as dites qui sont intéressantes. D'abord, qu'est-ce que chaque pays a développé? Parce qu'effectivement, quand on est rendu à l'institutionnalisation d'une pratique différente, si on y arrive, je pense qu'il y a une évolution importante. Si c'est une pratique différente. Mais il y a des fois, dans le cours, puis là, moi j'avais bien entendu une influence européenne ici, là, ça va, le mot institutionnalisation est péjoratif dans le monde de la médiation. Je ne sais pas, je ne vais pas vous l'apprendre, là, mais quand on parle d'institutionnalisation et même de professionnalisation, c'est assez péjoratif chez Bonafé-Schmidt, Faget et autres. Alors, donc, ça peut être de l'aide. Ça peut être de l'aide que d'avoir une reconnaissance étatique, en autant que ce soit une reconnaissance de la particularité propre de tout ça. Si encore, en cours de route, j'arrive et je suis presque nu au bout, je ne sais pas si ça vaut la peine, l'institutionnalisation. Donc, c'est un débat à tenir. Je pense qu'on est probablement d'accord sur cette chose-là. Alors, institutionnalisation, je pense, on va se rejoindre là. Ce mot-là, c'est une image. On est dans l'indexicalité. Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que ça veut dire, cette institutionnalisation ou cette professionnalisation? Si on peut juste s'entendre, on veut développer une pratique qui a quelque chose de différent. Qui arrive à tenir dans la durée, etc. Et qui va tenir dans la durée, tout ça. Donc, et c'est pour ça que l'institution, elle n'est pas indispensable, mais la méthode, la supervision, la formation, les suivis, obtenir du soutien financier. Par exemple, l'exemple de l'Irlande du Nord, où il y a d'un côté une vraie institutionnalisation, surtout pour les mineurs, etc., où c'est vraiment l'État, le monde judiciaire qui a développé une méthode restaurative. Et de l'autre côté, il y a eu vraiment un développement de la justice restaurative du niveau communautaire, vraiment bottom-up, pour travailler sur plein d'autres violences qui se passaient dans leur société post-conflit. Et ces deux-là, elles ne sont pas du tout exclusives l'une de l'autre. Ouais, c'est bon. À la rigueur, elles marchent assez bien ensemble, quoi. Ben, merci de cette intervention. Merci tout le monde. On va arrêter là. On avait prévu 18h30.
À 19h30, il y a le repas qui est servi dans la salle à manger là-bas. Et d'ici là, il y a totalement la possibilité de boire un verre, faire autre chose. Voilà. Merci beaucoup.